Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Le professeur John Mearsheimer est avec nous. Professeur Mearsheimer, c'est toujours un plaisir, mon cher ami. Merci de nous rejoindre et merci d'avoir adapté votre emploi du temps pour être présent. Professeur Mearsheimer, à votre avis, pourquoi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est-il rendu 3 fois à la Maison-Blanche et au Capitole au cours des 6 derniers mois, dont 2 fois cette semaine, la dernière ayant eu lieu hier? Permettez-moi de dire une chose essentielle ici. Il ne faut pas sous-estimer à quel point Israël dépend des États-Unis. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans cette émission, Israël avait l'habitude de se vanter d'être un acteur indépendant, que ce soit pour faire la guerre ou pour mener sa politique étrangère. Mais ce monde-là a disparu. Aujourd'hui, ils sont totalement dépendants de nous. Benjamin Netanyahou a désespérément besoin des États-Unis. Ce n'est donc pas un hasard s'il est venu voir Trump à 3 reprises. Pensez-y, 3 fois en 6 mois. Et quand on observe ses interactions avec Trump, on le voit tout faire pour le flatter à l'extrême. La raison, c'est cette dépendance. Son pays est devenu dépendant des États-Unis. Et ça, c'est malsain. C'est malsain pour Israël et c'est malsain pour les États-Unis. Mais c'est la réalité actuelle. Pensez-vous que Trump soit assez naïf ou assez vaniteux pour se laisser séduire par ce comportement de flagorneur? Par exemple, Netanyahou l'a même proposé pour le prix Nobel de la paix. On dirait presque un sketch du Saturday Night Live. C'est tellement absurde. Qui peut prendre cette nomination au sérieux, à part peut-être le nommer lui-même? Oui, vous avez raison. Pour des gens comme nous, c'est risible. Mais pour Trump, se faire flatter l'ego, c'est extrêmement important. On le voit aussi avec Mark Rutte, l'actuel chef de l'OTAN. Lui aussi fait tout pour flatter Trump, car tout comme Netanyahou, il pense que ça peut l'emmener très loin. Et je pense que tous les deux ont parfaitement raison de croire ça. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien entre la présence de Netanyahou ici et ce revirement total du gouvernement concernant les dossiers Epstein? On est passé de « les documents sont sur mon bureau, on les examine » à « la liste des clients n'existe pas ». Ce revirement, qui énerve profondément la base électorale de Trump, est-il lié à cette visite? Je n'ai pas de preuve directe d'un lien, mais comme l'a très bien expliqué Max Blumenthal dans cette émission il y a quelques jours, il y a beaucoup d'éléments circonstanciels qui laissent penser que Jeffrey Epstein était très proche, certainement du Mossad, et probablement aussi de la CIA. Et ce qui est en jeu ici, c'est que si cette liste est rendue publique, on découvrira ces liens. Je ne peux pas l'affirmer puisque je n'ai pas vu la liste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passe bien plus de choses qu'il n'y paraît. Et encore une fois, Max l'a brillamment exposé l'autre jour. Le procureur du district sud de New York, Alexander Acosta, qui fut secrétaire au travail sous Trump, a déclaré qu'Epstein était un agent. Est-ce que ce serait au-delà des méthodes du Mossad d'utiliser le sexe à la fois comme arme et comme outil de renseignement? Absolument pas. Et Jeffrey Epstein était la personne idéale pour cela. Encore une fois, on n'a pas de preuves formelles, mais les indices circonstanciels sont écrasants. Et je dirais aussi ceci. Quand j'écoute Trump parler de ce sujet, il est tellement sur la défensive que ça en devient suspect. Il proteste un peu trop. On ne sait pas exactement ce qu'il essaie de cacher, mais il est clair qu'il y a quelque chose qu'il ne veut surtout pas qu'on découvre. Et ça sent la connexion avec Israël. Non, non. La paix, ils ne l'obtiendront que si leurs voisins sont réduits à l'impuissance. C'est l'objectif ultime d'Israël, purger le grand Israël des Palestiniens, créer un État entièrement juif et transformer l'Iran en une autre Syrie. L'idée, c'est qu'aucune puissance régionale ne puisse représenter une menace sérieuse pour Israël. Et bien sûr, en parallèle, ils veulent rester absolument collés aux États-Unis. C'est ce qu'ils essayent de faire. Maintenant, est-ce qu'ils réussiront? C'est une autre histoire. Mais ce projet est quasiment irréalisable, non? Ils vont réduire l'Iran à néant, l'Égypte aussi. Et la Turquie? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Écraser la souveraineté de tous les pays alentours dans un rayon de 1000 kilomètres? Ils vont essayer, ça c'est sûr. Aucun doute là-dessus. Mais je ne crois pas une seule seconde qu'ils y parviendront. On l'a vu récemment avec l'Iran. Leur tentative de le transformer en nouvelle Syrie a échoué. Et au contraire, cela n'a fait que renforcer le régime iranien.
Juste avant d'entrer en studio aujourd'hui, je lisais un article dans lequel les services de renseignement israéliens affirment qu'ils pensent que l'Iran détient encore du matériau nucléaire, que tout n'a pas été détruit lors des différentes attaques, ni même pendant la guerre de 12 jours. Rien que cela suffit à montrer que cette offensive a échoué. On a dû lire le même article en même temps parce qu'il vient tout juste de sortir il y a environ 90 minutes. Et j'allais justement vous en parler. Est-ce que cela ne remet pas en question? J'imagine que Trump deviendrait très défensif si on lui posait la question publiquement, face à la caméra. Est-ce que ça ne contredit pas complètement le récit d'une destruction totale auquel lui et Pete Hegseth se sont accrochés pendant des semaines? Très clairement, il n'y a jamais eu de destruction totale, ni d'anéantissement complet, comme ils l'ont affirmé. Eh bien, dans le cas de Donald Trump, on peut supposer que, pour qu'une information soit validée, il faut qu'elle vienne d'Israël, des services de renseignement israéliens. Et maintenant qu'ils affirment qu'une partie de l'uranium enrichi a survécu, logiquement, Trump devrait le reconnaître et admettre s'être trompé. Mais si ce sont seulement des Américains comme vous, moi ou d'autres qui le disent, il n'en tient pas compte. Il préfère s'appuyer sur ce que dit Israël. Pensez-vous que, dans ces réunions privées avec Netanyahou, d'après mes comptes, il y en a eu 3, dont une partiellement publique, où il a ostensiblement remis ce qui semblait être une copie de la lettre de nomination au prix Nobel de la paix, des agents ou responsables du Mossad étaient présents? Ou bien, n'en a-t-on même plus besoin? Pour reprendre l'expression de Max Blumenthal, le sténographe du Mossad, assis à 3 sièges de Trump, est toujours là. Il a un autre titre. Directeur du renseignement central. Je suis tout à fait d'accord avec Max. Le directeur du renseignement central est littéralement dans la poche d'Israël. Il n'est même plus nécessaire que des agents du Mossad soient là. Et puis, Netanyahou était présent. Lui seul suffit largement à gérer ce genre de situation. Je ne sais pas si vous connaissez ou avez entendu parler du professeur Polo Nagoria. C'est un économiste, ancien président du Fonds monétaire international. Il a fait récemment une remarque très importante. Chris, coupe numéro 6. L'Iran n'est pas seulement un pays important en soi, à tous les niveaux. Il est aussi un lien stratégique entre la Russie et l'Inde. Il peut devenir un couloir entre le pétrole du Moyen-Orient et la Chine, contournant le détroit d'Ormuz. L'Iran est donc crucial stratégiquement. Et c'est sans doute ce qui explique l'hostilité permanente des Américains et des Israéliens à son encontre. À mon avis, l'Iran aurait dû posséder la bombe atomique depuis longtemps. C'est cela, la véritable dissuasion. L'Iran a essayé de coopérer, il a échoué. Il a sans doute retenu la leçon, et je pense qu'il va désormais lancer un programme nucléaire à grande échelle. On verra. J'ai toujours dit que l'Iran aurait dû acquérir l'arme nucléaire. Ils ont été bien naïfs de ne pas le faire. Maintenant, vont-ils le faire? C'est une autre question. Je ne suis pas sûr. Il y a tellement de facteurs en jeu qui peuvent les pousser dans un sens comme dans l'autre. On ne peut pas savoir avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que les incitations, aujourd'hui, sont très fortes pour qu'ils s'en dotent. Sur l'importance stratégique de l'Iran, ce monsieur a parfaitement raison. C'est un pays d'une grande valeur géopolitique. Il compte beaucoup pour la Chine, il compte beaucoup pour l'Inde. Et je voudrais souligner un point. L'Iran, depuis plusieurs décennies, et je pèse mes mots, plusieurs décennies, a fait de véritables efforts pour améliorer ses relations avec les États-Unis. C'est essentiel à comprendre. L'Iran ne veut pas de mauvaises relations avec les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis ont eu aussi tenté à certains moments de normaliser les choses avec l'Iran. On l'a vu notamment sous l'administration Clinton. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lobby, à l'instigation d'Israël bien sûr, est intervenu et a dit « non, inacceptable ». Et la raison principale pour laquelle les relations sont aujourd'hui aussi mauvaises entre nos deux pays, ce n'est pas parce que nous n'avons aucun intérêt commun. Au contraire, nous en avons. C'est parce que Israël dicte notre stratégie vis-à-vis de l'Iran. Je suis d'accord, mais j'ajouterai une chose. Après cette guerre de 12 jours, je ne pense pas que les Israéliens soient très enthousiastes à l'idée de relancer un conflit avec l'Iran. Et je doute que les Américains le soient non plus. Les Iraniens ont causé d'énormes dégâts à Israël. Le pays n'avait jamais subi une telle chose.
Est-ce que selon vous, il y a le moindre doute sur le fait que ce soit bien le gouvernement Netanyahou, peut-être pas lui directement, mais son entourage, qui ait supplié la Maison-Blanche d'accepter un cessez-le-feu? Ce n'était certainement pas les Iraniens. Ah non, c'était clairement pas les Iraniens, c'était les Israéliens, principalement. Et il faut aussi rappeler que Trump a découvert que les Iraniens étaient en train de miner le détroit d'Ormuz. Et ça a véritablement terrifié son administration. Si on réfléchit à la stratégie de dissuasion de l'Iran, en laissant de côté l'arme nucléaire, il y a deux éléments clés. D'abord, les missiles balistiques. Ils en ont beaucoup et ils sont capables d'en envoyer suffisamment pour submerger les défenses israéliennes. Ensuite, il y a leur capacité à fermer le détroit d'Ormuz. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que dès que l'administration Trump a compris que l'Iran allait dans cette direction, elle s'est dit « Ok, il est temps d'arrêter ». C'est pourquoi, à mon avis, ni les Américains ni les Israéliens ne sont pressés de recommencer une guerre contre l'Iran, même si, bien sûr, les Israéliens en rêvent. J'ai été surpris d'entendre Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, menacer de reprendre les hostilités. Pourtant, selon Larry Johnson et Scott Ritter, un tiers du territoire israélien a été gravement endommagé par la riposte iranienne. Alors pourquoi Katz ferait-il encore ce genre de menace? Eh bien, la vérité, c'est que les dirigeants israéliens ne sont pas ce qu'on appellerait des stratèges brillants. Et ils se sont mis dans un sacré pétrin. Israel Katz n'est pas exactement la lumière la plus brillante du groupe dirigeant, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand il parle de repartir à l'assaut contre l'Iran, franchement, ce sont des arguments qui n'ont aucun sens stratégique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en Iran, beaucoup pensent que le pays n'aurait jamais dû accepter le cessez-le-feu. Ils estiment que l'Iran avait l'avantage, qu'il était aux commandes. Et plus la guerre s'éternisait, plus elle se transformait en guerre d'usure, plus les Iraniens gagnaient du terrain. Contrairement aux Israéliens. Et c'est l'autre moitié de l'histoire. Ce sont les Israéliens qui sont allés voir les Américains pour leur dire « Il est temps de mettre fin à cette guerre ». Les Israéliens savaient qu'ils ne gagneraient pas une guerre d'usure. Les Iraniens avaient bien trop de missiles, et ces missiles passaient à travers. Israël, c'est un petit pays, grand comme un timbre-poste. Il est très facile, pour un pays comme l'Iran, et je reprends ici ce que disaient Scott Ritter et Larry Johnson, de causer des dégâts considérables à un territoire aussi réduit. Alors franchement, je ne comprends pas pourquoi certains parlent encore de relancer la guerre depuis Israël. Voici autre chose qu'a déclaré Israel Katz. Chris, tu as les visuels? Mets-les à l'écran. Le ministre de la Défense a dit, selon Haaretz, Israël prévoit de concentrer toute la population de Gaza dans une zone humanitaire construite sur les ruines de Rafah. Times of Israel rapporte que ce plan prévoit des camps de transit humanitaire pour héberger les Gazaouis avant un éventuel déplacement. Après sa retraite de l'armée, l'un de leurs anciens généraux a qualifié la bande de Gaza de camp de concentration à ciel ouvert. Et maintenant, ce qu'Israel Katz propose, ce n'est même plus un camp à ciel ouvert. C'est un camp de concentration formel. Oui, il y a vraiment de quoi s'interroger sur le vocabulaire qu'emploient les Israéliens. C'est tellement orwellien. Ils parlent de transfert volontaire, comme si les Palestiniens allaient partir de leur plein gré. Ils parlent de camp humanitaire, comme si c'était vraiment un camp humanitaire. Plus le temps passe, juge, et je déteste dire ça vraiment, je le dis à contre-cœur. Mais je crois que c'est vrai. Les Israéliens ressemblent de plus en plus aux nazis. Leur rhétorique, leur comportement, c'est proprement révoltant. C'est difficile à croire, mais un État juif agit aujourd'hui d'une manière très proche de ce que faisait le Troisième Reich dans les années 30 et 40. Changeons de sujet. Passons à l'Ukraine, professeur. On a un extrait vidéo à vous montrer, c'est à la fois risible et véridique. Mais avant de lancer la séquence, comment expliquez-vous cette politique stop and go de Trump sur la livraison d'armes à l'Ukraine? Un coup c'est oui, un coup c'est non, puis c'est de nouveau oui. Je pense simplement qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et j'ai du mal moi aussi à comprendre toute cette situation. Les Russes ont été parfaitement clairs sur ce qu'ils exigent pour un accord de paix, et ce, depuis juin dernier. Le 14 juin 2024,
Vladimir Poutine a prononcé un discours très important devant son ministère des Affaires étrangères. Il a posé ses conditions. Et depuis, rien n'a vraiment changé. En gros, soit vous acceptez ces conditions, soit la guerre continue. Tout ce bavardage sur un cessez-le-feu, sur la possibilité de faire changer les Russes d'avis, etc., c'est une perte de temps. Les Russes ont dit clairement ce qu'ils veulent. Pour eux, il s'agit d'une menace existentielle, et ils n'ont aucune intention de modifier leurs exigences. On peut ne pas aimer ça, mais c'est la réalité. Or, Trump et son représentant, Steve Witkoff, ont eu de nombreuses conversations avec les Russes, y compris avec Vladimir Poutine en personne. On pourrait croire qu'ils ont compris ce qu'il faut faire. Et si jamais ils ne sont pas prêts à accepter ces termes, qu'ils le disent franchement, et qu'ils poursuivent la guerre. Mais à la place, on assiste à ce va-et-vient incessant. Cette comédie où l'on prétend qu'un accord est possible et où ce seraient les Russes qui sont déraisonnables, tandis que les États-Unis seraient raisonnables. Tout ça, c'est une mascarade. Cela n'a aucun sens. Trump est tiré dans un sens, puis dans un autre, et au final, il va finir par ressembler à Joe Biden numéro 2. Il sera perçu comme un Biden bis au Moyen-Orient et un Biden bis face à l'Ukraine. Il n'obtiendra aucun accord et il continuera de financer cette guerre jusqu'à ce qu'elle se règle sur le champ de bataille. Je vais vous montrer maintenant un petit montage d'extraits dans lesquels Trump est interrogé sur cette politique incohérente. Mais avant cela, je précise, à vous et aux auditeurs, que nous avons lancé un sondage dans notre chat en direct. La question est simple. La guerre en Ukraine est-elle celle de Trump ou celle de Biden? Vous pouvez voter Trump ou Biden. On donnera les résultats à la fin de l'émission. On va envoyer plus d'armes. On est obligé. Ils doivent pouvoir se défendre. Ils se font frapper très fort en ce moment, très fort. Donc oui, on va envoyer plus d'armes, surtout des armes défensives. On veut envoyer des armes défensives parce que Poutine, il ne traite pas les êtres humains correctement, il tue trop de monde. Donc oui, on envoie des armes défensives à l'Ukraine. Et j'ai donné mon accord. Je ne sais pas. Vous le savez-vous? Non, je n'ai pas réfléchi. On regarde l'Ukraine en ce moment et les munitions, mais je n'ai rien approfondi. Je suis sûre que je le saurai si une décision a été prise. Je serai le premier au courant. D'ailleurs, c'est probablement moi qui donnerai l'ordre, mais je ne l'ai pas encore fait. Oui, difficile à croire. Franchement, on dirait une équipe de bras cassés. Que voulez-vous que je dise? Trump a complètement échoué à gérer le dossier ukrainien. Et il a échoué à améliorer les relations avec la Russie, comme il avait promis de le faire. Au début de son mandat, on aurait pu croire qu'il partait sur de bonnes bases. Mais tout a fini par partir en vrille. Aujourd'hui, on est plongé dans un véritable bourbier. Et ce qui lui saute aux yeux, et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est la défaite en Ukraine, n'est-ce pas? Les Russes, lentement mais sûrement, repoussent les Ukrainiens. Et ces derniers sont en très grande difficulté. Tous ces bombardements que Trump évoque, où l'Ukraine se fait littéralement écraser, ont bel et bien un effet. Et je crois qu'à un moment donné, les Ukrainiens vont s'effondrer. Et les Russes remporteront une victoire, certes laide, mais incontestable. Et tout cela, ça va se passer pendant le mandat de Trump. Et il le sait très bien. Il n'est pas assez naïf pour ne pas comprendre que ce qui s'est produit en Afghanistan sous Joe Biden, cette défaite que tout le monde lui a collée sur le dos, risque fort de se reproduire avec l'Ukraine. Il sera vu comme le président qui a perdu l'Ukraine. Et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même pour le chaos dans lequel il est plongé. Si l'on compare ce qu'il disait pendant la campagne, ou juste avant son arrivée à la Maison-Blanche, ses propos sur l'Ukraine dans les premiers temps, à ce qu'il dit aujourd'hui, c'est limpide. Les modérés, ceux qui voulaient négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre, ont perdu. Et les néoconservateurs, eux, ont clairement gagné. Les néocons accepteraient-ils quelque chose de moins qu'un retrait total des Russes d'Ukraine? C'est absurde, mais est-ce qu'ils sont prêts à autre chose? Ou bien cette guerre va-t-elle se poursuivre jusqu'au dernier soldat ukrainien? Je pense qu'on va vers un conflit gelé. Je ne vois pas les Russes tenter de prendre l'ouest de l'Ukraine. Ce qu'on aura, c'est un État résiduel dysfonctionnel. Un reste d'Ukraine, pendant que la Russie annexera une grande partie du territoire. Mais une fois ce conflit figé,
on entrera dans une ère de relations empoisonnées entre d'un côté les Russes et de l'autre les Européens, les Américains et les Ukrainiens. Donc les tensions autour de la crise ukrainienne ne disparaîtront pas. On ne va pas régler le problème une bonne fois pour toutes, ni se réconcilier avec la Russie pour vivre ensuite dans l'harmonie. Ce conflit va se prolonger indéfiniment, même après avoir été gelé sur le champ de bataille. Elle a été marginalisée. Et ce qui me déçoit profondément, c'est qu'elle s'est soumise à la ligne du parti. Elle a plié et elle fait ce qu'il faut pour plaire à Trump, simplement pour ne pas être renvoyée.